Au Languedoc, le Quélard au largue, juin 2020. Le Quélard Lodève, mercredi 3 juin. C'est un air de liberté qui souffle follement sur cette matinée de juin. Nous sommes partis hier avec le California en direction du sud du Larzac, nous arrêtant à Monistrol-sur-Loire et son château pour avaler notre premier café après confinement. À la terrasse de son bistrot, un gargotier heureux accueille de nouveau des clients impatients. Les genêts exultent, le viaduc de Millau s'élance vers les cumulus. Peu avant le Quélard, notre but et d'où je repartirai à pied, j'entraîne Daniel sur les remparts de la Couvertoirade, village médiéval construit par l'ordre des Templiers, puis géré par les Hospitaliers après la dissolution de l'ordre en 1312, bourgade que j'avais longuement arpentée il y a 9 mois. Nous passons la nuit dans un camping à la ferme, rustique, sans eau ni électricité, néanmoins fort cher. Et voici le Quélard, au pied de son roc Castel, où je retrouve mon chemin, le GR 71, le reprenant là où je l'avais quitté en septembre dernier. Mais j'ai perdu la main. Je commence par me fourvoyer dans une mauvaise direction, petit écart que ma vigilance corrige bien vite. Reprenons. Le Quélard est situé dans le département de l'Hérault, en Occitanie bien sûr, à 70 km au nord-ouest de Montpellier. Je poursuis ma traversée nord-sud sur le plus vaste et le plus méridional de tous les causses du Massif central, le fameux causse du Larzac. La flore du causse est extrêmement riche, mais c'est une fleur de la famille des artichauts qui est l'emblème du Larzac. La cardabelle, ce magnifique chardon, ce soleil des herbes, souvent cloué à la porte des granges, porte-bonheur des bergers qui en mangeaient le cœur et se servaient de ses feuilles pour carder la laine des moutons. Cette carline à feuilles d'acanthe, encore appelée cardouille ou cardon, capte les rayons du soleil en s'ouvrant en son centre et se referme lorsque l'humidité tombe en bon baromètre, symbole de la lumière et du soleil. Pour l'instant, le sol argileux ou sablonneux permet des cultures, mais très vite, celles-ci viennent buter sur quelque émergence calcaire et laissent la place aux pelouses sèches. Je longe bientôt la ferme gîte des Barasquettes, la vingtaine de vaches de race Angus noire, issues d'une sélection des meilleurs élevages écossais, vit en liberté. Ici, on s'active aussi à rétablir une biodiversité riche en réintroduisant des chouettes effraies, des hiboux grand-ducs, des buses ou encore des faucons. Devant moi, je retrouve l'immensité des paysages de steppe, ces paysages qui me sont devenus familiers, paysages ouverts, battus par les vents, où mon regard se perd. Mais je ne m'y trompe pas. Malgré leur aspect sauvage, je n'oublie pas que les bergers et leurs troupeaux n'ont eu de cesse de parcourir ces pelouses et que celles-ci sont durablement modelées par cette utilisation agro-pastorale. Ici ou là affleure le sol calcaire. Ces plateaux sont arides. L'eau est vite absorbée par les steppes et s'infiltre dans les rivières et grottes souterraines. Pour la retenir, l'homme a cimenté de petites mares, les lavognes. Marcher ici est loin d'être monotone. Au détour du chemin, l'ambiance paysagère change. Pelouse piquetée de bosquets de chênes, de châtaigniers ou genévriers. Relief uniforme, le terrain devient alors sablonneux, soudaines et belles forêts de pins, bouquets éclatants des genêts. La longue traversée du plateau touche à sa fin. J'en perçois sa bordure sud et la plongée prochaine dans la vallée profonde. L'histoire de la forêt de Notre-Dame de Parlatsch que je traverse est édifiante. Dans les années 1800, après des siècles de pastoralisme et de déboisements intensifs pour l'industrie drapière et la verrerie, les pentes sud du Larzac sont dépourvues de couverture végétale. S'ensuivent, entre 1840 et 1860, des inondations catastrophiques de la vallée de la Lergue causées par les eaux de ruissellement. C'est à cette époque qu'est votée la loi sur la restauration des terrains de montagne, loi RTM. Aussitôt, des travaux de reboisement commencent avec l'aide de la population locale.
notons que l'industrie textile décline et que le chômage progresse. On construit 100 km de sentiers et des murets élevés pour soutenir la terre et on sème des feuillus et des résineux, puis plus tard du pin noir d'Autriche, rustique, capable de coloniser les sols superficiels et pauvres. Le statut de protection de la forêt est abrogé en 1965 et l'exploitation de celle-ci recommence. Les parcelles pentues ne sont pas replantées. On laisse se faire la régénération naturelle par des espèces spontanées telles que le chêne blanc ou le robinier faux acacia qui prévalait avant la déforestation. Les sols sont reconstitués. La forêt joue maintenant son rôle de régulateur des eaux de pluie et atténue les effets dévastateurs des crues, comme on a pu le constater lors des derniers épisodes méditerranéens. Le sentier fait place à une piste que je descends allègrement. Dans un virage, j'avise une étroite sente qui, je le pense, sera un raccourci, bien qu'elle remonte sérieusement. Mais confiante, j'avale le dénivelé. Pour me retrouver presque sur mes pas, je reconnais le passage. Qu'importe, je m'obstine et poursuis sur une piste forestière qui part à l'horizontale. L'heure tourne, Daniel m'attend dans la vallée. Je blique sur un sentier raide qui dévale en pleine pente. Je descends vite, bute sur une racine et fais une jolie chute, heureusement sans gravité. En contrebas s'étire le village de Soubès, au milieu de ses champs colorés, tout de même bien cerné par les forêts. Après un long détour, je traverse le ruisseau du Subrebet, puis remonte en face jusqu'aux premières maisons et la petite place ombragée où m'attend Daniel, attablé devant un pastis. Heureux de ces retrouvailles, nous avalons un déjeuner mérité dans ce bistrot. Je repars en suivant les ruelles étroites, puis m'élève sur l'ancienne voie médiévale de Soubès à Fauzières, dont certaines sections sont encore empierrées, caladées. J'y trouve ce singulier champignon, véritable sculpture d'un orange éclatant. C'est un clatre rouge ou cœur de sorcière, une espèce aimant la chaleur et les lieux ombragés et humides, et considérée comme une espèce invasive. Plus je grimpe, plus le village de Soubès dévoile son caractère, au pied des pentes sud du causse du Larzac dont je m'éloigne inexorablement. Je contourne ainsi, au milieu des vignes et des genêts, le pic de Vinas, puis j'atteins le village de Fauzières et sa tour monumentale. Il a du charme, ce village. Il mérite une halte auprès de la fontaine, en attendant Daniel qui m'a suivi en voiture. Je me sépare du GR 71 pour suivre la départementale D149 qui descend doucement jusqu'à la vallée de la Lergue. Je franchis la 75 sous un tunnel, puis longe d'immenses bâtiments abandonnés qui témoignent d'un passé industriel, peut-être une ancienne usine textile. Le pont sur la Lergue franchi, une rue rectiligne interminable me conduit sur la place centrale de Lodève où m'attendent le California et son chauffeur. Nous prenons le temps de flâner dans les ruelles de la ville, de nous offrir cafés et crêpes, puis de visiter l'imposante cathédrale Saint-Fulcran datant du XIIIe siècle, typique du gothique méridional. Nous passons la nuit au camping Les Valses, situé à 4 km au sud de la ville, tout juste réouvert après la période de confinement.